Oui, je te remercie d'avoir rafraîchi nos mémoires sur ces typologies patrimoniales et la perception de la notion de patrimoine. C'est effectivement une notion qui est très évolutive, qui change depuis bien des siècles. Finalement, le mot même, il apparaît un peu dans notre vocabulaire tardivement dans notre histoire, hein, dans notre perception. Voilà, la Révolution française y est pour beaucoup. Donc effectivement, on a d'abord eu un patrimoine un peu national, un petit peu lourd, qui était le patrimoine de la noblesse et de l'Église. Et puis, avant de prendre conscience, comme tu le fais très bien, que le patrimoine du quotidien dans lequel on vit, avec lequel on vit et qu'on habite, souvent on n'a pas cette conscience-là que du coup c'est un héritage, quoi. Comme le mot l'indique, on hérite de quelque chose et du coup, pour prendre connaissance et surtout conscience, et c'est le travail que vous menez qui est magnifique, conscience justement de cette valeur, de cette importance, de cette fragilité aussi des choses, du coup ça suppose ce travail un peu d'éveil, de ce travail un peu pédagogique que vous posez à longueur d'année dans votre belle mission. Et moi, j'y suis forcément très sensible parce que justement, ça va permettre aussi bien à nos élus que aussi aux citoyens, aux propriétaires privés, de réfléchir en toute conscience à ce qu'ils ont envie de transmettre après, quoi. Parce qu'en fait, on passe, hein, mais voilà, les lieux qu'on habite. Souvent, ils nous survivent bien plus longtemps. Donc, en fait, ça permet effectivement de nourrir notre propre réflexion sur ce patrimoine. Finalement, il n'est pas considéré comme exceptionnel encore ou fantastique encore, mais il peut le devenir. Peut-être que dans 20, dans 30 ans, ça sera le nouveau patrimoine absolument remarquable, auquel, effectivement... les actuels habitants ou les pouvoirs publics n'ont peut-être pas encore cette hypersensibilité parce que ça paraît moins évident quand on parle d'un grand château du Moyen-Âge ou autre. Mais c'est le travail que vous menez ici et ça c'est... Enfin voilà, la notion de service, elle est évidente dans ce travail que vous construisez de construction à la fois d'une mémoire, donc justement d'aide à la construction d'une définition du patrimoine, et puis de construction des outils qui permettent de se transmettre. C'est une nouvelle conférence que vous faites. Merci beaucoup. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on a un vrai problème économique sur ce patrimoine, à la fois individuellement, parce que c'est pas forcément évident de restaurer une maison, mais à la fois socialement, sociétalement, parce qu'effectivement, la mort de beaucoup de centres-bourgs ou de centres-villes met en danger ce patrimoine-là. La disparition des commerces, la disparition des boulangeries, des services publics, etc., fait qu'on a des centres-villes ou des centres-bourgs qui se dépeuplent, qui se dévitalisent. Et beaucoup d'endroits, de communes se disent « mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces maisons vides ?» qui sont à vendre et qui ne trouvent pas preneur. Donc on a un vrai problème à prendre en compte. Alors en ce moment, il y a beaucoup de débats politiques sur comment revitaliser les centres-bourgs. Et nous, au CAU, on travaille sur ce thème-là, sur le renouvellement urbain des centres-bourgs. Je voudrais juste dire que très souvent, quand on pense renouvellement urbain, quand des élus ou des techniciens ou même des urbanistes ou des architectes pensent renouvellement de centre-bourg, ils disent « tiens, là j'ai des maisons vides dans le centre-bourg, je vais raser ça, puis je vais faire des immeubles et j'aurai fait mon renouvellement urbain. » Oui, mais au détriment du patrimoine. Et on ne regarde pas à 300 mètres du centre-bourg des lotissements années 60 sans intérêt architectural, pas isolés, avec des personnes très âgées qui vivent dedans. Et c'est peut-être ça qu'on pourrait raser plutôt que de raser les maisons anciennes avec une qualité de façade, etc. Mais ça, c'est très difficile à dire. Et mais il y a un réel problème, alors là, politique au sens de l'urbanisme politique sur les centres. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une question de prise de conscience de la valeur du patrimoine. Moi, je pense à la commune de Sucé, là, qui envisage de raser des maisons au centre. Elles sont moches, simplement parce qu'il y a du ciment dessus. On a collé du ciment partout et c'est moche, le ciment. C'est moche, ça salope la maison. Et à un moment de temps, il y a une conscience à avoir de la valorisation du patrimoine par rapport à sa nature, de quoi elle a été construite et comment on peut la mettre en valeur vraiment. Et le problème, c'est qu'il faut enlever ce qui a été mal fait par le passé pour retrouver, je dirais, la qualité patrimoniale du bien. Et ce que vous dites, moi, ça m'a fait penser à cette commune-là, parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec quelqu'un qui habite dans le centre-ville.
Et il a voulu lui-même faire quelque chose et on lui a dit non, parce que de toute façon, ils vont tout raser. Ils vont faire du renouvellement urbain, ils vont raser les belles maisons en pierre enduites de ciment moche, et puis ils vont nous recoller des espèces de machins pour loger des gens sur plusieurs étages et vendre du mètre carré, quoi. Enfin, Alors, j'ai pas dit qu'il fallait pas faire de renouvellement non, urbain. non plus. J'ai dit qu'il fallait faire attention et qu'il fallait savoir trier et de dire que dans le patrimoine, il n'y a pas seulement la chapelle romane, il y a aussi peut-être un ensemble de maisons du 19e qui méritent qu'on y fasse attention, quoi. Voilà. Par rapport aux prochaines lois concernant la respectation, les réglementations thermiques, donc ça sera plutôt en intérieur que vous préconisez Ça, c'est des gros débats. Il y a eu plusieurs lois qui ont été faites sur ce sujet avec des décrets, dont un décret qu'on a appelé le décret royal, parce que c'était Ségolène Royal, alors c'était amusant, décret royal, qui obligeait à faire une isolation dès qu'on voulait refaire une partie d'une façade. Si on touchait à plus de 25% de son enduit, on était obligé d'isoler. Bon. Mais non, au début, rien n'était dit. Il a fallu que le décret soit réécrit quelques mois plus tard pour dire que, effectivement, en cas de façade architecturale intéressante, on ne ferait pas l'isolation par l'extérieur. Mais à charge pour le propriétaire de la maison de faire par un architecte un document expliquant la qualité de l'architecture. C'est-à-dire qu'on rajoutait des honoraires au prix des travaux. Donc, c'est pas réglé tout ça. Et il y a encore des débats. Évidemment, il y a des marchands de PVC qui, eux, veulent recouvrir. Mais ce qu'on sait, en tout cas, c'est que sur des maisons anciennes, en pierre, mortier de chaux, briques, etc., une isolation par l'extérieur, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe esthétique, c'est une catastrophe technique, parce qu'on enferme la maison et on ne permet pas au mur de respirer. Et en plus, c'est une catastrophe économique, parce que la plupart du temps, ça ne sert à rien. Parce que les maisons avec des gros murs en pierre, de 60 cm, de 80 cm, c'est pas par là que la maison perd du thermique, c'est d'abord par la toiture, puis par les menuiseries, et par le sous-sol quand il y en a un. Donc la ville de Poitiers a fait faire des études sur la rentabilité d'un bardage extérieur. À Poitiers, le retour sur investissement est de 150 ans. Isolation des combles, retour sur investissement, 6 ans. Parce qu'effectivement, on gagne quelques euros par mois. Mais on enferme la maison, le mur ne respire plus. Un mur qui ne respire plus, le mortier de chaux pourri, le mur se lézarde, s'affaisse, etc. Enfin, les murs anciens sont posés directement sur le sol. L'humidité par capillarité remonte dans les murs et doit pouvoir ressortir des murs. Sinon, un mur, ça peut pourrir. Même la pierre pourrit. Même le schiste. J'ai vu une maison au schiste, on passait le doigt à l'intérieur du schiste. Impressionnant. Ouais. Donc voilà, l'isolation par l'extérieur, c'est un vrai problème patrimonial. Il y a quand même des isolants qui aspirent. Si vous collez une laine de bois sur un mur nord dans une longère dans la campagne, ça peut revêtir un intérêt justement parce que le mur du coup fait masse. Sur le mur nord, c'est aussi intéressant. Après, il faut faire attention à la respiration ou la perspiration du mur, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la première chose à faire, bien souvent, c'est on a des frais déjà pour enlever le ciment existant, parce que c'est lui qui empêche la perspiration. C'est pas forcément l'isolant qu'on met dessus, sauf si on met un polystyrène ou un truc comme ça. Mais il existe aussi la paille, par exemple, ça perspire la paille. Il existe des enduits à la chaux avec des fibres qui permettent d'avoir un minimum d'isolation thermique par l'enduit extérieur, par exemple le chanvre. Ouais, je connais bien. Ça, c'est un autre débat qu'on aura dans le prochain rendez-vous, qui sera fait par l'association Thiès Braise et qui parlera justement de la manière de bien entretenir, de bien restaurer, quelle technique, quel type d'intervention faire sur un bâti ancien si on ne veut pas le perdre. Parce que je rappelle toujours que le mot patrimoine, il a deux sens. Il a un sens qui est ce qu'on hérite de nos pères, mais il a aussi patrimoine foncier, patrimoine financier. Une maison bien entretenue ou bien restaurée vaut beaucoup plus cher qu'une maison mal entretenue et mal restaurée, tout simplement. Donc effectivement, très souvent, on met de l'argent dans la restauration. Si on le fait bien, ça coûte parfois ou souvent plus cher, mais c'est un investissement sur le long terme. C'est pas une perte d'argent, quoi.